Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. De retour comme chaque vendredi pour un superbe échange, une nouvelle émission comme à notre habitude. J'espère que pour ceux qui ont des vacances, sont en vacances ce soir, vous allez pouvoir bien profiter, vous reposer et faire ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. C'est les vacances. Ça tombe bien. Je suis comme à notre habitude avec mon acolyte de toujours, Gaëlle. Gaëlle, comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça va et toi? Écoute, ça va, j'ai récupéré ma voix. Ah, ça tousse moins? Ça tousse moins. Bon, Bonsoir tout le monde, je vois qu'on j'ai- a Sonia Luang, coucou Sonia, Noémie Énergie, coucou Noémie, Mini Gilet, toujours fidèle au poste, fidèle au merci, poste. ouais, merci pour ta fidélité. Patricia Bonnet, Patricia, j'espère que tu vas bien. J'allais dire Guy qui est avec nous en coulisses. Bonsoir Guy. Corinne, bonsoir Corinne, et bien sûr toutes les personnes qui nous retrouveront en replay. Aussi, information importante, nous avons réussi, c'est ça l'entraide et comment on pourrait dire, la ténacité. Nous avons réussi à remettre les vidéos qui étaient en attente sur notre chaîne YouTube pour le soutien des intervenants qui nous partagent leur temps, leur expertise et pour faire vivre la chaîne aussi sur YouTube. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des petits commentaires. C'est hyper important. Et oui, dans notre génération actuelle, tout est une question d'algorithme. Donc, apparemment, il faut le faire fonctionner. Donc, comme à votre habitude, on n'oublie pas de liker, de partager, de donner de la force et de l'amour. Aujourd'hui, un thème très intéressant, en tout cas moi ça je vous le dis personnellement, un sujet tellement large qu'on a cherché avec elle quelqu'un pendant longtemps parce qu'on voulait vraiment quelqu'un qui connaisse le sujet et qui ait une simplicité philosophique, je vais me dire, une simplicité d'expliquer et aussi pouvoir partager un bon moment comme à la maison, comme d'habitude. On voulait faire un sujet sur les pratiques spirites et j'ai trouvé qu'en ce moment, avec certains nouveaux réseaux, on parlait beaucoup de ces pratiques, que quelquefois, mais ça on en discutera, on les utilisait un petit peu bizarrement, mais que le Ouija se démocratisait, même si c'est une pratique qui, je pense, mais notre expert nous le dira, existe depuis longtemps. Jeux de société, communication. Enfin, nous serons tous, j'espère, ce soir. Et pour participer à cette belle émission, j'ai l'honneur de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais de recevoir Guy Faverdin, président de l'association Les Signes, située en Auvergne. Il nous en parlera. Mais aujourd'hui, c'est Guy Faverdin et pas sa casquette, son chapeau de spirit. Guy, comment vas-tu? Bonsoir Bah, il va Guy. bien. Bonsoir, il va bien, Guy Ferrada. Il est bien content de participer à votre émission. Ah bah, C'est pas autant que génial. nous, hein. Oui, oh, bah si, on verra bien. On verra bien, mais on avait hâte et on te remercie parce que on suit quand même ton actualité. Et pour te faire une confidence que je ne cache pas à nos auditeurs, je me suis dit jamais il acceptera. C'est Et vrai, comme quoi c'est il faut vrai, oser dans la vie. Je fais pas tout encore à fait. partie du monde du star system, hein, on n'en est pas là, hein. Bon, ça va, Oui, ça va. mais quand on te voit comme ça, quand on voit ton profil et quand on voit le monsieur que tu es, on s'est dit, mais est-ce que, ouais, on s'est vraiment dit, est-ce qu'il va accepter? Est-ce On, que déjà il va on prendre va, la peine de lire notre message? on va peut-être descendre d'un niveau quand même, là, pour être plus Non, mais simple. c'est Ouais, vrai. Il faut quand même non. dire que tu es président d'une très très belle association, que si, Que tu as c'est beaucoup de boulot tout simplement et que tu es très pris, donc exactement. le temps est précieux. Mais après, on remercie la vie et quelque part aussi, moi, personnellement, le monde de l'invisible parce que quand ça se met en place, tu vois, on a rencontré des gens qui
qui te connaissent parce qu'ils ont œuvré pour ton association. Et tu vois, rien n'est hasard. Il n'y a que des C'est vrai, rencontres. Aujourd'hui, Guy, tout à fait. je voulais, parce que nous, on suit ton actualité, mais peut-être qu'il y aura ou il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore. J'aimerais, si tu l'acceptes, que tu puisses te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, oui, bien volontiers. Alors, je vais commencer justement par changer de casquette et reprendre la casquette provisoire de président d'association. Enfin, président, je suis chargé, je m'occupe d'une association. Le mot président, c'est toujours un petit peu C'est exagéré. Mais classe. bon, peu importe. Oui, ça fait un peu trop classe d'ailleurs. Je m'en occupe avec mon épouse Chantal depuis maintenant 12-13 ans. En fait, l'association a 15 ans, on l'avait formée ensemble. Mais elle a, comme toutes les associations, elle a mis un petit peu de temps à trouver ses marques. Mais maintenant, bon, j'en suis le responsable depuis une douzaine d'années, depuis 2010, 2011 en fait, donc 13 ans. Et si j'en parle de cette association, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour commencer déjà de but en blanc, de rendre hommage à toutes ces associations de France qui participent à l'éveil spirituel. Alors avec l'étiquette plus ou moins justifiée d'aide aux personnes en deuil, c'est souvent une des raisons principales de leur existence. Elles ont été créées soit par des personnes qui ont perdu des êtres chers, des enfants et parfois des frères, des sœurs, et qui dans la peine ont réussi à vivre plutôt que survivre, et ils partagent leur parcours, pas forcément, mais leur expérience, leur connaissance, et elles partagent surtout l'engouement qu'elles ont à retrouver goût à la vie. Et elles ont en principe un caractère spirituel, c'est-à-dire qu'elles proposent des conférences avec des intervenants qui savent parler d'un sujet qui a trait à la mort, qui a trait donc à la survivance, donc à la réincarnation, enfin des tas de notions qui ne sont pas enseignées dans notre monde actuel, notamment à l'école ou ailleurs. On en parlait la semaine dernière. Voilà, et donc ces associations font un travail formidable en France. Alors, tu as parlé de l'association Les Signes dont je m'occupe, mais je fais partie d'un groupe de environ 140, 150 associations. Enfin, le chiffre n'est pas tout à fait exhaustif parce qu'il y en a qui naissent, d'autres qui meurent. Je suis pas au courant de tout. Enfin, j'essaie de tenir une carte à jour sur notre site des signes, lessignes63.fr pour ceux qui souhaitent regarder s'il y a des associations près de chez eux. Mais enfin, je rends hommage à ces gens qui, bon an, mal an, malgré toutes les difficultés que ça peut drainer, parce que faut trouver des salles, faut trouver des conférenciers. Oui, c'est du boulot, c'est beaucoup de travail. Faut faire ça avec le cœur si on veut que ça fonctionne vraiment. La plupart d'entre elles n'ont pas d'intérêt personnel exacerbé. Hein. C'est plutôt pour rendre service que pour s'enrichir. Hein. C'est pas la bonne solution pour s'enrichir. Non, pas les associations. Voilà, donc moi j'aime bien parler de ce contexte des associations spirituelles, mais aussi pour une deuxième raison, c'est que ça nous permet, et moi c'est le cas pour nous, hein, ça nous permet de rencontrer des gens formidables, aussi bien des conférenciers que des médiums, parfois les deux, hein, ils font à la fois conférences et médiumnité, et avec les années, avec le nombre de conférences que l'on a proposées depuis une quinzaine d'années, à raison de 10 par an, on a eu l'occasion de rencontrer énormément de conférenciers qui sont déjà un petit peu au fait de tout ce qui touche à la surveillance de l'âme, que ce soit au niveau culturel ou au niveau expérimental, mais aussi ça nous a permis de rencontrer des médiums. Généralement, alors comme l'expression le dit, trier sur le volet, ce qui est complètement abusif parce qu'on ne sait jamais quelle est la qualité d'un médium avant qu'il soit passé en salle, mais on est un petit réseau, on se téléphone, on a des entretiens privés bien entendu ensemble, qu'est-ce que tu penses de celui-ci et de celui-là, et voilà, chacun donne son avis et on finit par avoir un réseau de médiums de pépites très, très compétents. Et si j'en parle, c'est parce que si aujourd'hui je peux me permettre d'avoir une casquette de spirit autodidacte et indépendance, c'est grâce à tous ces contacts que j'ai eus avec tous ces médiums qui m'ont fait toucher une réalité que je ne connaissais que par les livres ou par
Voilà, quelques films de ci, de là, mais c'était de la connaissance, comme dit Einstein, hein, l'expérience, c'est la source de la connaissance, le reste, c'est de l'information. Donc, c'était Tout surtout à de fait. l'information. Et notamment, une médium à côté de chez nous, Sylvie Chevalarias, avec qui on a lié amitié, avec son ami François, puis Chantal et moi, on s'est mis à pratiquer le Ouija pour commencer. Enfin, ça a démarré avec une séance de guéridon, hein, mais ça, c'était pour un petit peu valider le point de départ, en fait. Hein. Ouais. Mais après, on s'est mis à pratiquer le Ouija, alors je dirais régulièrement. Pas avec beaucoup d'addiction, hein, une fois tous les 15 jours, tous les mois. Enfin, il n'y avait pas vraiment de rythme établi. On avait beaucoup de plaisir à le faire, mais on n'était pas des malades de ça. Oui, voilà. Je trouve que c'est important parce que, voilà, c'est important parce qu'on a su garder notre liberté, notre indépendance par rapport à une pratique qui est fustigée, bien entendu, comme on le sait maintenant. Hein. Mais on a su garder un petit peu les pieds sur terre, comme on dit, la tête dans les étoiles, mais on a su garder notre indépendance. On n'est pas, voilà, on n'est pas tombé accro et ça nous a permis de rester, malgré l'enthousiasme de certaines connexions, ça nous a permis quand même de rester la tête froide. Et bon an, mal an, ben, on a pratiqué, alors même si Sylvie Valerias avait quand même des dons de voyance et médiumnité qu'elle pratiquait à titre privé, ce qui est pas mal, hein, parce que quand on est dans une salle de classe, quand il y a un instituteur qui connaît la leçon qu'il est en train d'apprendre, ça permet quand même aux élèves d'aller un petit peu plus vite. Mais on est quand même passé par un apprentissage plus ou moins fastidieux. Je ne sais pas quel est pour le regard des auditeurs, enfin pour les oreilles des auditeurs, qu'est-ce qu'ils entendraient par fastidieux. Il nous a fallu quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour maîtriser. Si tant est que l'on maîtrise cette pratique, c'est-à-dire on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde veut tout de suite. Oui. Et évidemment, on me dit, moi j'ai essayé hier et ça marche pas, pourquoi? Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est beaucoup plus profond, ça demande beaucoup plus de travail, de sincérité, enfin, il faut de la persévérance. Voilà, donc je reprends ma casquette de spirit en remerciant l'association Les Signes de m'avoir fait connaître des gens formidables et ça continue toujours aujourd'hui. Hein. On n'arrête pas de faire des découvertes incroyables de gens qui sont prêts à traverser la France, laisser leur famille le temps d'un week-end et ce parfois plusieurs fois par mois et ce parfois pendant plusieurs années pour partager leurs connaissances, pour essayer d'aider au maximum de leurs possibilités, des gens qui sont en souffrance, et ça c'est merveilleux, toutes ces associations qui existent et qui font pas de prosélytisme pour autant. C'est pas quelque chose c'est toujours dans la liberté, on revient ou pas, selon que ça nous plaise ou pas. On fait un chemin avec l'association ou sans l'association, il n'y a pas d'importance. Le but c'est d'être désintéressé par rapport aux objectifs, on est là pour aider, on fait ce qu'on peut, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, c'est pas très grave. Donc je reprends ma casquette de spirit pour terminer un petit peu, pour éviter de lasser quand même les auditeurs. Je rebondis sur ce que tu as dit et je te remercie. Et c'est vrai qu'on a prévu, on vous le dit aussi à nos amis les auditeurs, on a prévu, il faut juste bien qu'on organise, mais on fera une émission justement concernant les associations qu'il y a en France. On ne pourra pas recevoir 70 associations, c'est certain, mais j'espère que tu nous feras l'honneur, même avec ton épouse, d'être là. Mais on veut aussi mettre en avant le côté, mettre à l'honneur les gens, sans parler d'enrichissement, mais qui participent à la matérialisation de ces associations. C'est important parce qu'on sait que derrière, il y a un gros travail et on veut, Gaëlle et moi, mettre à l'honneur les associations. Voilà, je te laisse reprendre. On y travaille, on y réfléchit, on mûrit, on mûrit cette émission précieuse. Mais je vous remercie en leur nom. Voilà, pour ce qui concerne maintenant avec la casquette de spirit, j'insiste d'ailleurs, je l'ai mis en gros sur mon site, autodidacte et indépendant. C'est un chemin que nous avons fait ensemble avec notre petit cercle spirit. D'ailleurs, on l'appelait même pas cercle spirit, hein, c'était des rencontres entre amis tout simplement, hein, qui au début donnaient des messages,
comme tout le monde, hein, pas très rapide, pas très consistant, mais relativement rapidement, on avait des messages de nos défunts que nous connaissions. Ça, c'était pour poser un petit peu les balises, pour être sûr que notre travail ne dérapait pas, pour savoir qu'on était bien en connexion avec les esprits qui se présentaient par rapport à des souvenirs, à des événements qui nous remontaient à la surface. Une fois que la validation était faite sur la pratique elle-même, comme j'aime à le dire, quand mon père m'a dit 10 fois je t'aime, c'était pas la peine qu'il me le dise une 11e fois. Donc en fait, c'est des guides qui ont commencé à se connecter à nous lors de nos séances, jusqu'au jour où il y en a un qui s'est présenté sous le nom de David et qui nous a dit, si vous le souhaitez, maintenant, à partir de maintenant, je parlerai avec vous. Donc il nous a appris tant et tant de choses pendant des années, c'est tellement merveilleux en plus l'art et la manière que les guides ont de nous présenter ce dont nous sommes capables de comprendre au moment où nous les écoutons. Après, ça peut évoluer avec le temps, mais ils donnent toujours le bon tempo. Ils sont jamais avec une fausse note, ils sont jamais à côté sur un autre rythme que nous. Donc, c'est vraiment, on s'abreuve de quelque chose qui nous revigore, qui nous instruit réellement. Et c'est toujours un vrai plaisir. Donc, à partir de ce moment-là, on a eu beaucoup, beaucoup de messages. Parallèlement, j'ai développé des compétences en écriture automatique. Alors là, comme on dit, le hasard avec un H majuscule m'a mis sur la voie d'une amie maintenant, hein, Michel Bivet, qui tient l'association Cristal à Montmagny, à côté de Paris, et qui est venue faire une conférence sur l'écriture automatique, justement. Et elle nous a fait un petit atelier. Et puis, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, ou plutôt de tenir un crayon. Et j'ai développé cette compétence parallèlement à l'usage du Ouija. Donc, écoute, je vais juste faire une publicité, j'y reviendrai plus. J'étais obligé de partager, enfin, moi, je me sentais obligé de partager les messages que nous recevions, aussi bien autour de cette planche Ouija que moi en écriture automatique. Parce que c'est vrai que l'écriture automatique, c'est un travail solitaire. Donc, on peut ou pas être considérer que c'est le mental qui intervient. Enfin, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais quand je me relis, que je suis époustouflé par la qualité du message, par la façon dont c'est dit, par les termes choisis, je me dis, moi, si j'étais capable de sortir ça, normalement, je devrais être à l'Académie française. Mais c'est pas le cas. Donc, voilà, c'était bien les guides. Donc, bien joué, les guides. Voilà, bien joué, oui. Entre tous ces messages reçus en écriture inspirée, enfin automatique inspirée, on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais je crois qu'aujourd'hui c'est plutôt le Ouija. Et tous ces messages de Ouija qui nous étaient inspirés par des guides, je ne trouvais pas normal, je trouvais malhonnête même de garder tout ça pour nous. J'allais jusqu'à penser que s'ils nous donnaient ça pour nous, c'était pas pour notre gloire à nous, c'était pour que ce soit partagé. Ça n'avait d'intérêt que parce que c'était partagé. Parce que moi, personnellement, les laisser dans un tiroir, j'en aurais eu honte. Donc voilà, j'ai écrit 2 livres, ils ont tant de belles choses à nous dire, et puis le spiritisme et ses messages d'amour, dans lesquels il y a pas mal de messages, ils ne sont pas tous, parce que j'ai été obligé de faire un tri. Vous vous rendez bien compte que sur plusieurs années de communication, ça se compte en centaines, hein, les messages écrits et les séances Ouija, donc je ne peux pas tout mettre, mais voilà, c'est un condensé plus ou moins explicatif. Je tiens toujours à laisser libre choix au lecteur de penser ce qu'il veut de ce que je propose. Moi, je partage comme je l'ai reçu, j'explique comment je l'ai reçu. Voilà, je donne éventuellement mon point de vue, mais j'insiste pour que l'opinion du lecteur naisse de son cœur et non pas de mes paroles. C'est capital, c'est primordial en ce qui me concerne. Hein. Et donc, maintenant, on en est arrivé à recevoir ce que les gens appellent des célébrités. Je ne vais pas toutes les énumérer parce que le problème ne rougis pas. Le problème des célébrités, c'est que quand on en parle en disant j'ai des contacts avec Jean de La Fontaine,
tout de suite, je vois déjà des gens qui hérissent le poil derrière, qui disent mais pour qui il se prend? Et ben, il faut savoir qu'on n'a Moi, jamais. j'ai envie de te dire, oh, la chance. Oui, voilà, on peut dire ça. C'est vrai que la chance pourrait être à la source de ça, mais je pense pas. Je pense que c'est le résultat d'un certain travail. Je pense qu'ils ont perçu dans notre groupe une certaine, à la fois homogénéité, sincérité, je pense une certaine honnêteté. Euh, je pense que quelques vertus dont il nous a parlé par la suite, d'ailleurs, Jean de La Fontaine, qui sont pas forcément indispensables, mais qui sont quand même souhaitables lorsque l'on souhaite communiquer avec l'au-delà dans un but de nous élever spirituellement et non pas dans un intérêt personnel. Voilà, donc aujourd'hui, Par on la en est. curiosité mal placée. Ouais, la curiosité est nécessaire hein, quand elle est inspirée par le cœur. Oui, mais elle est bien placée. Voilà. Donc, bon, j'en ai fini de me présenter. En fait, maintenant, les gens me connaissent par mon site internet, par ma page Facebook et puis par quelques vidéos que je mets sur ma page YouTube. Oui, et tu vois, je vais rebondir sur quelque chose si tu permets, Guy, et merci pour Une ta belle présentation. présentation. Tu vois, dans ta présentation, moi, j'ai déjà des questions qui fusent. Mais je vais prendre par rapport à ce que tu as dit là dernièrement, tu vois, par rapport à Jean de La Fontaine, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, et c'est une question que je te pose. Jean de La Fontaine, c'est quelqu'un, alors attends, pardonnez-moi pour ma culture générale, mais qui était des années 1600, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Oh. Pardon, j'ai pas entendu qui était. Jean de La Fontaine, c'est quelqu'un qui était de l'ancien temps, Ah oui, 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 du 1600, XVIIe quelque siècle. chose comme ça. Voilà. 1600, Ok. 1600, le XVIIe siècle. Voilà. Merci, Gaëlle, je t'impressionne. Et Ah pour oui, dire, ah parce oui, qu'en parce fait, que tu j'aurais sais, dit il y a plus une vieux. question. Et tu vois, j'aimerais bien avoir ce sujet-là. Parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, oui, une fois, c'est un exemple, hein, mais j'ai contacté un médium, une médium, peu importe, c'est pas le sujet principal, qui m'a dit, comme mon parent était parti depuis plus de 60 ans, il s'était réincarné, donc là c'est aussi un autre sujet, je le sais, mais je ne pouvais pas l'avoir. Et moi, je lui ai dit, mais la réincarnation, c'est un sujet, mais je veux dire, alors comment peut-on, il y a certains canaux qui ont la capacité d'être en communication avec des gens qui sont partis depuis longtemps, comme là, Jean de La Fontaine. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on est d'accord qu'il n'y a pas de temporalité de l'autre côté. Alors oui, sur le principe, c'est vrai, on est tout à fait d'accord sur ce principe. Ni espace, ni temps, ni matière de l'autre côté, c'est ce qui donne la particularité à cette spiritualité, aux esprits, à l'état d'esprit une fois qu'ils ne sont plus sur la planète Terre. Alors pour revenir sur l'exemple de Jean de La Fontaine, évidemment qu'on lui a posé des questions qui nous semblaient pertinentes, au moins pendant un moment, à savoir si c'était bien lui, si c'était bien, quelle était sa date de naissance, sa date de mort. Enfin, il nous a répondu. D'ailleurs, j'ai un explicatif sur mon site internet hein, où j'ai le premier contact qui est décrit avec Jean de La Fontaine. Et après, il nous a expliqué qu'il s'était réincarné 3 fois. Et que maintenant, il dialoguait avec les sages, si je me rappelle bien. Je crois que ce sont ces mots. Aujourd'hui, je dialogue avec les sages. C'est-à-dire que ça veut dire clairement qu'il n'a plus besoin de se réincarner, au moins sur la planète Terre, et au moins pendant un moment. Après, je suis pas là-bas de l'autre côté pour vérifier s'il a besoin de se réincarner plus tard, sur d'autres planètes, etc. Je sais pas ça. Ce que je sais, c'est que quand nous le recevons, il nous parle, avant de nous transmettre des fables, il nous parle de l'actualité, mais de l'actualité vue avec le regard spirituel, le regard désintéressé et pas le même détaché recul. de l'esprit qui est de l'autre côté, de l'esprit érudit, certes, mais qui a touché aux difficultés de la planète Terre. Et quand il nous parle, ça déjà c'est très touchant parce que c'est toujours en rapport avec ce que nous vivons vraiment, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est toujours des doses homéopathiques pour nous expliquer ce que nous sommes, qui nous sommes et où nous allons, mais toujours avec
la certitude que nous pouvons accepter ce qu'ils nous disent. C'est une subtilité qu'ils ont qui est formidable. Mais en plus, quand ils nous envoient des fables, je veux dire, à la limite, que ce soit lui ou que ce soit pas lui, c'est tellement secondaire quand on reçoit 80 fables. Allez voir sur mon site internet Les Fables de La Fontaine. On les a reçus. Alors j'ai mis quelques extraits vidéo pour montrer un petit peu, même avec lui, comment ça se passe. C'est-à-dire ça se passe tout à fait naturellement, comme avec n'importe quel autre esprit. Quand on reçoit 80 femmes formidables qui finissent par une morale, comme il avait l'habitude de les faire, parfois avec des animaux, parfois sans animaux, on se dit, mais ce qu'il envoie ici, à travers notre petit cercle paumé au milieu de la France, c'est sans doute pas pour juste qu'on fasse les beaux autour d'une vidéo, tu vois. Bien sûr. On partage quelque chose qui est grand, qui est en rapport avec sa vie, donc son étiquette sa notoriété, son étiquette de célébrité, mais aussi pour nous rappeler que l'au-delà existe vraiment, que c'est pas une gageure, qu'il faut arrêter de penser qu'il n'y a que la matière, que la conscience est fabriquée par le cerveau. Tout ça, ce sont des chemins matérialistes qui nous éloignent de la vérité. Et lui, il est là en son nom pour nous le rappeler. Mais ce n'est pas le seul, ce n'est pas la seule célébrité qui se manifeste. Hugo est très présent dans plein de cercles spirites. Moi, j'en connais un dans la Somme, au nord de Paris, qui reçoit des poèmes de Victor Hugo. Mais et aujourd'hui, je dis, il n'y a rien d'étonnant, mais j'étais complètement subjugué quand ça a démarré avec nous. Et quelques temps avant, je croyais même pas que c'était possible d'avoir des célébrités. Mais ça nous est tombé dessus parce que, je le répète, nous n'avons rien demandé et sans doute… vous n'avez pas cherché. Voilà. Et puis alors, même si on avait cherché à parler avec des célébrités, je vois pas pourquoi on aurait demandé Jean de La Fontaine. Enfin, on aurait commencé par Johnny. Voilà. Et je voulais faire un petit clin d'œil, Guy, et un clin d'œil à l'émission parce que avant de commencer, j'étais sur Instagram. Petite synchronicité ou pas, je ne sais pas, mais moi je ne crois pas au hasard. Je suis tombée sur une photo de notre cher Victor Hugo et j'ai dit, c'est vraiment la phrase qui tombe à pic. Tout ce qui est mort comme fait est vivant comme enseignement. Wow. Oui, bah oui. Je trouve que ça correspond à l'énergie de l'émission, tu vois. Il a eu énormément Victor Hugo a eu énormément de citations en relation avec la vie de l'au-delà, avec ce qu'il avait compris au cours de ces 2 années et demie de spiritisme qu'il a pratiqué sur l'île de Jersey. Ça, c'est un petit rappel de l'histoire que les gens… Et la communication avec sa fille aussi. Oui, enfin, avec sa fille, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a eu qu'une, en fait. Mais Victor Hugo est connu comme, bien entendu, un poète, un écrivain parmi les plus grands de tous les temps, mais aussi pour quelqu'un qui était très politisé, qui était très engagé envers la pauvreté, envers les gens nécessiteux. Et il était tout simplement condamné à mort par Napoléon III. C'est ce qui a justifié son exil. Et quand il est allé sur l'île de Jersey, au début de son exil, ou pratiquement au début, en fait, il a été visité par Delphine de Girardin, qui était une dame qu'il connaissait dans le milieu parisien de la littérature et de la culture en général, et qui lui a parlé de cette nouvelle mode qui arrivait des États-Unis. Les sœurs Fox avaient un petit peu lancé l'affaire, et qui consistait à discuter avec les esprits, avec les morts. Et lui, il y croyait pas trop, mais il n'était pas fermé non plus. Donc, Delphine de Girardin a fait plusieurs tentatives chez lui pour lui montrer comment ça fonctionnait. Ça fonctionnait pas. Alors, je crois que c'est l'avant-veille ou la veille de son départ, je sais plus exactement, où là, ça s'est mis à fonctionner. Et là, avec sa femme Adèle et puis ses fils Charles et je ne sais plus le prénom de son deuxième fils, ils ont reçu un message de leur fille Léopoldine, qui était décédée donc 10 ans avant. Et seul Adèle et lui connaissaient la teneur de ce qui a été écrit. Donc il a été convaincu et il a noté toutes les communications qu'il a eues. Alors pour le coup, avec des célébrités dont il serait trop long
de les énumérer toutes, mais Molière, Dante, Shakespeare, enfin, Oui, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver Rousseau, sur Diderot, Internet. et non. Et ça a donné, ça a fait l'objet d'un livre, le livre des tables de Victor Hugo, qui a été mis en valeur par Patrice Boivin aux éditions Folio, et c'est toutes les communications Victor Hugo. Donc ça, c'est le précurseur du spiritisme en France, à une époque où le mot spiritisme n'existait pas, puisque ce mot a été inventé par Allan Kardec, qui a publié son livre. Voilà, Allan Kardec qui a publié son livre en 1857, le premier, le livre des esprits, alors que Victor Hugo avait pratiqué le spiritisme sur l'île de Jersey de 1853 à 1855, donc 2 ans avant. Donc voilà. Voilà un petit peu les racines occidentales, si je puis dire, de la communication spirit. À l'époque, ça se faisait avec des tables frappantes. C'est-à-dire qu'ils étaient, ce que l'on peut appeler le guéridon d'aujourd'hui, mais c'était a priori des tables plus grosses que celles que l'on connaît. C'était les balbutiements des techniques. Il y avait aussi, par la suite, des paniers en osier traversés de crayons pour jouer le rôle de goutte et écrire. Il y avait plusieurs outils. Et le Ouija, lui, a été initié dans sa forme actuelle à la fin du 19e siècle. Et je crois savoir qu'il y avait même il a été, le nom m'échappe, un brevet, voilà. Il a été déposé un brevet. Il a été breveté par un Allemand et un Français qui l'auraient appelé Ouija. Enfin bon, je ne suis pas tout à fait sûr de l'existence de cette histoire, mais c'est logique. Et à partir de ce moment-là, le Ouija est né. Le mot Ouija est né. Mais en fait, il y a tellement d'outils divers et variés pour pratiquer le spiritisme, même sans parler d'outils physiques, en fait, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence, les ressentis, les intuitions, les choses comme ça, c'est déjà un petit peu la prière, tout simplement. Bien sûr, la méditation, l'introspection. Si on veut bien écouter ceux qui nous parlent, on n'a pas forcément besoin d'outils. Mais pour ce qui concerne la pratique spirit avec les outils, eh bien, il y en a aussi toute une palanquée. La TCI avec les instruments numériques, l'eau, la vidéo, la fumée, ou la vapeur, enfin, ça dépend des techniques, mais aussi le Ouija, bien entendu, mais aussi, pourquoi pas, les cartes, le pendule, enfin, il y a des tas de solutions, en fait. Voilà. Et puis, mais je pense que le Ouija, c'est la pratique qui je dirais pas qui fait le plus peur, mais si les gens ont peur de cette pratique, parce que je pense qu'elle a été mal utilisée et elle a une très mauvaise publicité. Non, mais moi, je pense que c'est même pas ça. C'est tout simplement que les gens se sont focalisés là-dessus grâce à Hollywood et puis quelques histoires qui remontent les films, bien sûr. Quand tu regardes les films, excuse-moi Guy, mais quand tu regardes tout ce qui est médias type film, série, t'as pas un film où le Ouija est dans un cadre, dans le salon. Enfin voilà, il y a toujours un côté. En fait, c'est l'humain qui ternit l'image du Ouija. Parce que tu sais, ce qui m'a toujours interrogé, Guy, c'est que on avait parlé un petit peu en off, mais le fait de prendre les gens, il y a des médiums, des voyants qui utilisent un pendule, ils se considèrent pas comme spirit. Tu vois, des fois, je trouve qu'on dissocie trop les pratiques, mais bon, ça c'est un autre débat, mais le côté de prendre un pendule et de prendre un camembert avec les lettres, ça revient à faire du Ouija pour moi. C'est la même chose. C'est des lettres. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je dis tout le temps, tu rentres dans un magasin d'outillage et tu choisis l'outil qui te convient le mieux. Mais il n'y en a pas un qui est plus dangereux que l'autre. Le danger, c'est l'utilisateur. Si les gens ont peur, c'est parce qu'ils ont fondé leur croyance sur des histoires qui ne leur appartiennent pas. Qu'elles viennent du fond du Moyen-Âge ou qu'elles soient récentes. Il y a toujours un intérêt à faire peur aux gens. C'est beaucoup plus lucratif que de leur apprendre la sérénité. Donc derrière, les légendes et les superstitions, la plupart du temps entretenues, pour ne pas dire créées, par le monde religieux qui était très intolérant et qui est toujours très intolérant vis-à-vis du spiritisme. Kardec l'a payé par la prison quand même.
derrière tout ça, les gens se font une certitude juste en se basant sur des histoires qui ne leur appartiennent pas. Quand bien même ces histoires, pour certaines d'entre elles, fussent-elles vraies, on ne fait qu'analyser les faits. Jamais on va chercher la cause, jamais on se demande dans quelles circonstances l'expérience a eu lieu, dans quel état d'esprit les participants étaient, quelles intentions ils avaient, j'en passe et des meilleurs. Et puis derrière, il y a un effet et on se dit, bon, bah, c'est le Ouija. Voilà. C'est-à-dire qu'on accuse une planche en bois d'être responsable d'événements. Ensuite, derrière, il peut y avoir des conséquences soi-disant liées au Ouija. Moi, j'attends qu'on me donne les démonstrations de cela. Je veux bien croire, moi, qu'il y a des gens qui, comme on dit, qui ouvrent des portes. Il ne faut pas ouvrir des portes, comme une fois on me l'a dit, moi. J'ai passé des années à les ouvrir, je ne vais pas m'amuser à les refermer, quoi. Mais le Ouija, il n'a pas plus de clés qu'un autre outil pour ouvrir des portes. Tout est dans l'intention. Kardec l'avait déjà largement mentionné au XIXe siècle, dans son livre des médiums, et dans le ciel et l'enfer. Les esprits, de l'autre côté, sont totalement insensibles à tout ce qui vient et provient de la matière. Par contre, ils mesurent notre intention et ils ne perçoivent en nous que la vibration de qui nous sommes et pas qui nous voulons être. Et tu sais, je vais même te dire un truc pour rebondir avec ce que tu dis, qui confirme, mais moi personnellement, et je pense plein d'autres, quand j'étais beaucoup plus jeune, innocente, une gamine, qu'on soit clair dans les mots, moi je l'ai fait avec ma sœur, le verre pour appeler les esprits. Et il s'est passé des choses, mais c'est pas passé des choses qui nous ont fait peur. Mais ce que je veux dire, parce qu'on y allait avec l'innocence et qu'on n'attendait pas, on n'était pas, tu vois, pour te dire, les livres chair de poule me fait plus flipper que qui est esprit es-tu là avec le verre, tu comprends? Donc je me dis que le fait aussi qu'aujourd'hui, on ait ce côté qui stigmate et la pratique du Ouija, déjà les gens qui pourraient avoir potentiellement des beaux résultats, ils vont avec une vibration qui n'est pas bonne, puisqu'ils ont peur déjà de l'appréhension. Mais voilà, je pense que c'est l'intention qui n'est pas bonne. Ouais, la vibration et qui fait ce côté cause à effet peut-être aussi. Hein. Moi, je dis toujours, le marteau d'un forgeron peut façonner des pièces magnifiques, ou si vous le faites tomber sur le pied, ça vous casse le pied. C'est à vous d'utiliser le marteau comme il doit être utilisé, et puis il ne faut pas rendre responsable le marteau de l'accident qu'on vient de vivre. C'est pareil pour l'alpinisme, pour les voitures, pour les motos, pour tout ce que l'on veut. C'est pas l'outil en tant que tel qui est dangereux, c'est ce que l'on en fait. C'est l'intention qui est derrière. Pourquoi des esprits s'amuseraient-ils à passer par un outil plus qu'un autre? Alors ça, c'est un truc que j'ai franchement du mal à comprendre. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ce principe, donc c'est simple. mais là aussi où j'ai une question qui me trottait, du coup, Guy, donc toi, tu as ce côté, tu es spirit autodidacte, mais alors, quelque part, est-ce que vu qu'il y a 1 milliard de supports différents, tu te considères pas comme médium? Tu te considères pas comme intermédiaire? Mais tout ça, c'est une histoire de terminologie. Dans le spiritisme, moi, j'inclus la médiumnité comme étant un outil comme un autre. Un outil sans outil. Maintenant, dans l'esprit des gens, la médiumnité, c'est quelque chose de très cantonné dans la clairvoyance, la clairaudience, la clairosentence, quelque chose comme ça qui permet de donner des messages oralement. Bon, on appelle ça médiumnité. Personnellement, mais c'est une affaire personnelle, j'inclus cette technique comme une technique permettant de contacter les esprits de l'autre côté. Bon, donc Kardec avait défini toutes les manières de communiquer avec l'au-delà comme faisant partie d'un ensemble qu'il a appelé le spiritisme. D'ailleurs, le spiritisme, ce n'est pas uniquement les outils, c'est également la façon dont il faut s'en servir, c'est-à-dire que derrière, il y a une méthode, c'est pas un dogmatisme, hein, loin de là, au contraire même, mais il y a quelques procédures à respecter, quelques règles à respecter, parce que ce ne sont pas nos règles que nous devons imposer, ce sont les leurs qu'il nous faut comprendre. Et puis derrière, il y a une conséquence. Et à mon avis, c'est la partie même la plus importante du spiritisme, c'est la morale qui en découle, c'est-à-dire la philosophie spirit qui découle de tous les contacts que nous avons avec les esprits. Même quand une expérience paraît ratée ou mauvaise,
Moi, j'ai plaisir à dire que c'est peut-être là qu'il faut chercher le plus de leçons à apprendre. Parce que il y a une cause, toute cause a un effet, tout effet a une cause. Même ce qui nous paraît apparemment pas bon a une explication. Le problème de notre société occidentale, c'est qu'on a tendance à systématiquement accuser l'autre de ce qui se passe, alors qu'on ferait mieux de regarder dans un miroir. Mais pour ça, il faut appeler un chat, il faut être dans l'humilité et se dire ce qu'il s'est passé, ça ne me convient pas, mais je suis quand même l'auteur et l'acteur principal de ce qui vient de se passer. C'est moi qui me suis mis dans des conditions pour que de l'autre côté, il y ait une réaction telle que je la vis tout de suite. Donc, de l'autre côté, ils ne font que aller sur leur rôle, et moi, je n'ai qu'une chose à faire, c'est de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Donc, ça va aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens en ce qui concerne les expériences. Moi, je n'ai jamais considéré tout au long de nos expériences que nous avons vécu de mauvaises expériences. Par contre, on a vécu des expériences, que ce soit en séance Ouija ou moi en écriture automatique, qui, entre guillemets, en auraient fait flipper plus d'un. Mais moi, je n'ai jamais considéré qu'il fallait en avoir peur. J'ai toujours considéré que j'avais une leçon à comprendre. Et ça s'est toujours bien passé. Parce que quand ça se passe mal, au lieu d'être dans la haine et dans le rejet, on reste dans l'accueil et dans la compassion. Et derrière, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rejet de l'autre côté. Il y a un être qui est en souffrance ou qui a envie de s'exprimer. Bien sûr, je comprends. Et nous sommes dans l'accueil et nous sommes dans l'acceptation de ce qui nous est envoyé, ce qui nous permet de plus facilement comprendre, plutôt que d'être dans le refus, dans le déni. Et en comprenant, en acceptant ce qui se passe, on va vers la compréhension. Et puis quand on est sensible à la peine qu'ils émettent, parce qu'en réalité, ce sont des esprits qui ne sont pas dans la lumière, qui sont perturbés, qui ont des raisons pour lesquelles ils s'expriment comme ça. Et ces raisons-là, nous ne les connaissons pas. Mais si nous considérons que plutôt que de les rejeter, on peut les aider, eh bien, il ne peut plus y avoir de combat. Bien sûr, c'est beau. Mais c'est tout à ton honneur et c'est parce que je pense que ça fait, c'est ton expérience, mais ça fait partie de ta personnalité. Tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas cette force-là parce que je trouve que aujourd'hui, c'est difficile. C'est représentatif de ce qui se passe, comme tu dis, dans le monde occidental, même dans le monde entier. Ce qui se passe, les conflits, c'est bien que les gens, on n'est pas dans l'accueil, sinon il n'y aurait pas tout ça. Tu comprends? Oui. Donc je me dis que c'est la même chose avec le monde des esprits. Si tu t'adaptes pas, si t'es pas dans l'accueil et comme tu dis dans ce côté, ok, bon c'est quand même nous qui les interpellons. Donc je pense que aussi quelque part on doit à un moment donné se mettre à disposition et être dans l'attente de quelles sont les règles et comment voilà. Mais après moi je fais partie de ces mauvais élèves-là parce que tu sais, j'ai voulu tester. Moi, je teste tout. J'ai voulu tester la TCI audio. Je t'avoue, quand j'ai analysé les enregistrements, j'entendais des insultes, mais hardcore. J'ai dit, ok, bon, bah, les gars, moi, je veux pas, en parlant poliment, vous faire chier. Je vous laisse, merci. Et puis, ce sera pas ma pratique. Et j'ai laissé tomber. Mais j'avoue qu'au premier abord, quand j'ai entendu les insultes, je me suis dit, oula, c'est quoi? Tu vois, et pourtant, quand je fais l'écriture ou autre support, j'ai pas eu cette sensation-là. Donc peut-être que, comme tu dis, il y a toujours il faut aller plus loin dans la compréhension, certainement. C'est le reflet de la vie terrestre. Déjà, quand tu veux t'instruire, tu vas plutôt fréquenter les lieux où tu vas pouvoir t'instruire, les cinémas, les centres culturels, je sais pas, des tas de quartiers, les théâtres, etc. Puis si tu veux trafiquer, si tu veux être dans la violence, te fournir des armes, tu vas aller choisir l'environnement qui va te permettre de t'en fournir. Et puis, si tu as une mauvaise expérience, même dans la vie de tous les jours, tu changes de quartier. Je veux dire, tu trouves une solution, mais si tu cherches une autre solution à travers la violence ou l'irrespect, le mépris, tu risques d'être poursuivi par les gens que tu viens de mépriser. Donc, c'est peut-être ça aussi la leçon qu'il faut comprendre. Il t'explique peut-être, sous le regard bienveillant de
de nos guides, hein, toujours, mais ils t'expliquent peut-être que c'est pas ton heure pour faire, dans ton exemple de la TCI, que peut-être qu'il faut que tu changes d'outil, et pour que tu le comprennes très vite, eh ben, ils te mettent devant une expérience qui te marque. Exactement. Oui. Mais moi, Et j'ai qui te l'impression que ça, je l'ai freine. pris. Pas qui freine, mais qui marque et qui, je pense, te concentre ton esprit ailleurs, je pense. Oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, je le vis bien. Et tu vois, pour revenir sur la Ouija, donc du coup, tu fais de l'écriture et tu fais de la Ouija. Mais tu pratiques, c'est quoi ton outil de prédilection, on va dire? Alors, de prédilection, c'est la Ouija, mais c'est l'écriture automatique inspirée, c'est beaucoup plus productif. Est-ce que tu En pourrais nous termes de, expliquer? J'ai envie que, excuse-moi de te couper, Guy, mais on a eu une émission, mais je sais que chaque intervenant a sa façon de voir les choses. Si tu peux nous dire, quand tu le souhaites, la différence, toi, comment tu vois la différence entre inspiré et automatique? Alors, tu as bien fait de dire que chaque praticien a sa méthode. Moi, je parle toujours de ce que je connais, c'est-à-dire de Bien mon sûr. expérience. Mais j'évacue, je n'exclus jamais que d'autres puissent avoir d'autres expériences différentes de la mienne. Moi, j'ai toujours posé des questions. Dès que j'ai vu que ça commençait à marcher, j'ai eu des fleurs, comme tout le monde, hein. Ça, c'est en écriture automatique, c'est-à-dire que l'énergie qui est transmise depuis là-haut ou qui est utilisée depuis là-haut, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, hein, physiquement. Elle est consacrée au mouvement du stylo sur la feuille de papier, donc ça pousse le bras, ça pousse la main, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça, c'est l'écriture automatique, donc on ne sait absolument pas ce que ça va faire. Le crayon va où il veut. Donc au début, bah, ça va être des cœurs, des fleurs, d'abord ça va être n'importe quoi. Hein. Moi, ça a commencé par la carte de la Bretagne, hein, mais ça aurait pu être c'est ça, on ne sait pas. Au bout d'un moment, ça commence à faire des petits objets que l'on reconnaît. Hein, je te dis, fleurs, cœur, pardon. Et puis au bout d'un certain temps, et quand je dis au bout d'un certain temps, c'est quand même plusieurs dizaines d'heures de pratique. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais été un expert en écriture automatique très rapide, si tu veux ce que je veux dire. Hein. J'ai eu quand même une certaine persévérance. Pour d'autres, ce sera plus rapide. Hein. Je ne l'explique pas du tout. Mais dès que ça a commencé à écrire des lettres, moi, je crois que le premier mot qui a été écrit, c'est merci, si ma mémoire est bonne. Donc, enfin, quand on fait de l'écriture automatique, on s'attend à tout sauf à merci, quoi. Je veux dire. Je crois que le premier. Oui, c'est vrai. Ouais, je me suis dit, là, effectivement, c'est plus moi, donc je sais les choses faire. Et là, à partir de ce moment-là, comme je voulais contacter mon père, pourquoi? Parce que c'était tout à fait logique, je l'avais perdu 3 ou 4 ans avant, et puis je voyais pas d'autres dans mon entourage proche avec qui j'aurais aimé communiquer. Donc, voilà, j'ai mis la photo de mon père. Pour moi, c'était lui, ma demande, si je puis dire. Et je pense que c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu pendant un bon moment, d'ailleurs. Après, il y a eu d'autres personnes, d'autres esprits. Mais là, j'étais dans un stade d'écriture automatique. Mais ma manière à moi, c'est pas à l'inverse de certains médiums de se fermer les yeux ou de mettre la main devant les yeux. Moi, ça a toujours été les yeux ouverts. C'est pas d'écrire sans interruption, sans lever le crayon. Moi, ça a toujours été de poser mes questions. J'avais des réponses adaptées ou pas, peu importe, mais je posais mes questions. C'est-à-dire, j'écrivais par écrit mes questions et dessous, je mettais mon crayon pour attendre la réponse. Moi, encore une fois, je parle de ma pratique. Pourquoi j'ai fait comme ça? J'en ai aucune idée. C'est parce que j'avais envie de faire comme ça. Je mettais les barres T, les points sur les i, je coupais les mots par un espace blanc. Enfin, je veux dire, j'écrivais normalement et ça s'est amélioré au fil des communications. Et c'est devenu ce que l'on appelle l'écriture inspirée parce que au bout d'un certain temps de pratique, j'entendais le mot qui allait être écrit. Enfin, je l'entendais pas avec les oreilles, hein, mais je savais quel mot allait être écrit, donc je l'écrivais. Puis je prévoyais le mot d'après, je le ressentais. Donc je savais qu'en écrivant un mot, je savais lequel était le suivant. Puis 2 ou 3 mots qui suivent. Mais là où c'était formidable, c'est que par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, j'avais le mot maison dans la tête qui allait être écrit, et en fait, il écrivait chalet, ou il écrivait habitation. Il changeait de mot sans changer le sens de la phrase. Et là, j'ai compris que j'étais plus en écriture automatique, que j'étais en écriture inspirée, en fait.
C'est-à-dire que l'énergie qui est consacrée à la transmission de cette forme pensée pour qu'elle soit compréhensible sous forme humaine. Moi, en français, c'était pour parler français obligatoirement, avec un crayon et un papier. Cette énergie était consacrée à me la transmettre, comme tu disais tout à l'heure, un médium, comme à un médium. Je pense que ceux qui font des l'écriture automatique, voilà, au lieu de parler, on écrit. Mais la cause est la même, les effets sont légèrement différents. Mais je veux dire, quelque part, c'est un détail, c'est une adaptation que nous mettons à leur disposition de ce qui nous permet à nous de recevoir le message. Que ce soit de la clairaudience ou de l'écriture automatique, le résultat, c'est que le message est transmis. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc pour moi, voilà la différence entre écriture automatique et écriture inspirée. Alors après, comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus productif que le Ouija. Moi, en 20 minutes, j'écris une page ou une page et demie d'un Word. Je veux dire, ça peut être très... oui, là, c'est très riche. Ça s'arrête pas à quelques phrases. Maintenant, on a des résultats équivalents en séance Ouija, mais ce sont des séances qui durent 2, 3, 4 heures. Parfois, une séance l'après-midi, et puis on continue le soir. Ou on a une séance un jour, et puis on se retrouve 1 ou 2 mois après pour continuer la fable. Mais c'est beaucoup plus long. Sauf que, excusez-moi, j'ai une toux qui me chagrine un peu là. Je t'en prie, bois, il n'y a pas de problème. Coupe ton micro tout si tu as besoin de tousser. Moi, ce que je trouve intéressant dans la pratique du Ouija, justement, c'est que c'est collaboratif, on partage. Il n'y a rien de plus beau que de partager, puisque de l'autre côté, ils veulent partager ce qu'ils savent, ce que nous sommes capables de comprendre. Et bien, nous, on le partage autour d'une table, c'est-à-dire qu'on en profite pour en discuter, on en profite pour donner notre point de vue, ou d'être tout simplement de partager notre émotion, parce que c'est très émouvant de recevoir des messages avec une planche Ouija. Je parle de messages cohérents. Au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est en phase d'apprentissage, ça balbutie un petit peu. Ou quand on a une interférence et puis qui vient s'intercaler dans une communication, bon, c'est pareil, ça bégaye un peu, mais ça, c'est occasionnel. Le message transmis au travers d'une planche Ouija peut durer 2 ou 3 heures et c'est parfaitement cohérent. Moi, je vous invite à aller sur mon site guyfaverdin.fr et vous verrez dans l'onglet spiritisme, j'ai mis à disposition une quinzaine ou une vingtaine de séances Ouija écrites où j'ai retranscrit l'intégralité, quasi-intégralité des séances, c'est-à-dire que même quand ça se passe pas très bien ou quand on reçoit des choses que l'on ne comprend pas, je l'ai mentionné quand même pour bien montrer que tout n'est pas parfait, tout n'est pas simple. Mais vous verrez que les messages que nous recevons sont d'une hauteur philosophique et spirituelle qui nous dépasse. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas philosophe. Moi, j'ai une culture, j'ai une éducation matérielle, enfin matérialiste. J'ai fait du dessin industriel, de la technique, de la mécanique, tout ce que l'on veut, sauf la philosophie. Et pourtant, ce que nous recevons, enfin, à mon avis, c'est de la philosophie, c'est même de la philosophie spirituelle. Donc, vous voyez, c'est quand on partage ça avec d'autres personnes, même si le message ne nous est pas adressé à nous, c'est toujours très émouvant. Alors en plus, lorsqu'il s'agit de désincarner de défunts qui sont partis il n'y a pas longtemps et qui laissent les gens dans une grande tristesse, c'est d'un tel réconfort, ça donne tellement d'espoir. Et en plus, on le partage avec la personne en question, c'est merveilleux. Moi, j'adore le Ouija aussi pour une autre, et je termine avec ça, pour un autre phénomène que je trouve magnifique et merveilleux. Là où les gens ont peut-être du mépris et du rejet, nous, on est dans l'accueil et l'acceptation. C'est-à-dire que quand on a une interférence, c'est-à-dire quand on a un esprit errant qui vient, l'esprit errant, c'est le mot générique. Hein. Il y a des tas de raisons pour lesquelles ils sont errants. Quand ils viennent s'interposer dans une discussion, c'est-à-dire ils s'intercalent. Salut, voilà. C'est moi. Oui, ça arrête la production, même avec Jean de La Fontaine, hein, ça a arrêté la production des vers. D'accord. Nous comme je vous l'ai dit, on ne rejette pas. On accueille,
On essaie d'être le plus possible dans la bienveillance, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'essayer parce que où on est dans la bienveillance, où on n'est pas dans la bienveillance. Mais voilà. Soit on l'est, soit on l'est pas. Ouais, la bienveillance de circonstance, ça n'existe pas vraiment. Et puis on se sent tout de suite pris par la compassion. C'est-à-dire qu'on se dit, au lieu de le rejeter, on se dit, mais est-ce que tu as besoin de notre aide, de nos pensées, de nos recueillements? Alors on ne sait pas comment faire, puisque nous, on n'était rien, eux, ils sont spirituels, mais on s'est aperçu avec le temps que rien que l'intention, ça suffit. On n'a pas besoin des mots derrière. Et puis quand l'esprit nous dit, et ça c'est arrivé déjà plusieurs fois, mais notamment, vous n'imaginez pas le bien que vous venez de me faire, ben, je peux vous dire que c'est bouleversant. On ne sait pas à qui on s'adresse. Il est reparti, on sait au moins qu'il est reparti un peu plus heureux que quand il est arrivé, et ça y est, c'est suffisant. Nous, on est satisfait. C'est un beau moment. Et le reste de la communication peut continuer. On a même eu une fois. Coup, ça reprend. Du coup, ça reprend derrière. Ah oui, oui, oui. Mais une connexion ne s'interrompt jamais. Une connexion s'interrompt quand nous le décidons. Oui. D'accord. C'est vrai. D'accord. Je suis d'accord. Non, mais moi, je suis dans le sens où, pour que les auditeurs comprennent, que, donc, du coup, il y a l'esprit errant qui vient. Donc, vous vous concentrez à ce moment-là sur cet esprit-là. Moi non plus, hein, je sais, Guy, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, mais on pourrait se dire, bah, par exemple, si tu es avec Monsieur de La Fontaine, bah, peut-être qu'il est parti à ses occupations, et donc, du coup, la continuité du message, elle ne se fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, de l'autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même notion du temps que nous. Nous, on est dans une échelle de temps linéaire, et nous, les événements se succèdent les uns aux autres. De l'autre côté, c'est une vue d'ensemble qu'ils ont. C'est très difficile à comprendre, mais je ne le comprends pas mieux que vous. Hein. Cette notion d'intemporalité de l'autre côté, c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. À partir du moment où nous mettons à notre disposition, nous mettons à leur disposition tout ce que l'on sait, tout ce que l'on peut, pour qu'ils communiquent avec nous. Eux, de l'autre côté, tant que nous leur fournissons cette intention conjuguée avec notre énergie, nos vibrations, ils n'ont aucune raison de nous laisser tomber. Ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Même si on s'arrête, nous, pour prendre l'apéritif, manger et reprendre la communication 2 heures après, eh ben, ça fonctionne, ils sont encore là. C'est vrai. C'est quelque chose de magique, totalement inexplicable par contre. Hein. Ça, je peux vous dire que je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ouais, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, vu qu'on va boire un coup, ils vont boire un coup aussi, puis on se retrouve dans 2 heures. Bon, je ne suis pas sûr que ça se passe réellement comme ça de l'autre côté. Ouais. Parfois, il y a le petit mot qui nous accompagne. Hein. À la vôtre. Oui, bon, c'est pas dit comme ça. Mais nous retrouverons après ce bon moment que vous allez passer. Ou je sais pas, il y a c'est beau. Des petites phrases qui sont magnifiques comme ça. Là. Bah, ça nous fait comprendre qu'en fait, comme ils ne sont pas là pour nous perturber, mais même une âme errante, elle ne vient pas pour nous perturber. Elle vient parce qu'elle est perturbée. Comme ils viennent pour nous aider, pour nous encourager, pour nous transmettre des messages, et qu'ils voient que nous nous mettons à leur disposition. Ça, j'insiste énormément. Nous ne sommes pas dans l'exigence. Nous mettons en place les outils nécessaires et ils en disposent. Quand ils sont face à cette, entre guillemets, bonne volonté, pourquoi auraient-ils, eux, une mauvaise volonté pour nous remercier? C'est vrai. Certainement pas. Il n'y a pas l'intention de je veux, j'exige, et il faut que tu sois là parce que j'ai besoin. Voilà. S'ils ne reviennent pas, eh ben, tant pis, on appelle un autre esprit, il n'y a aucun problème. On ne s'offusquera pas d'une situation. Moi, je me dis, comme les gens qui pratiquent dans ces domaines-là, bah, par exemple, les cartes, tous les supports, les cartes, les pendules, l'écriture, etc., on va dire que pour caricaturer la scène, on prend soin de nos outils. Tu vois, il y a des gens, ils vont mettre leurs petites cartes dans une boîte spéciale. Toi, peut-être dans ta planche, tu la remets dans un tissu, tu en prends soin. Et je me dis, bah, pour les esprits, nous, on est leur support. Donc, je vois pas l'intérêt de nous malmener. Tu comprends? Parce que quelque part, on est leur support pour qu'il y ait la transmission. Mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis là. Alors, moi, j'ai pas d'outils, j'ai pas de rangement particulier pour mes planches Ouija. Hein.
C'était pour caricaturer le truc. Oui, oui, mais j'ai bien compris. C'est vrai qu'il faut faire attention à ces outils parce que tels qu'on les pose, on les reprend. Je suis d'accord. Mais l'outil en tant que tel, pour moi, n'a pas de valeur. Il a juste la particularité de pouvoir m'aider à communiquer. Mais c'est pas un bijou. C'est un objet qui me sert à communiquer. Mais là où c'est important justement, et c'est là où je veux pas dire que c'est pas une sorte de conflit avec d'autres médiums, mais c'est là où j'ai du mal à faire comprendre pourquoi et comment justement ce que tu viens de dire est important, c'est-à-dire que ils sont vraiment là pour nous aider, ils sont vraiment là pour nous permettre d'évoluer parce qu'on en a fait la demande intérieure, parce qu'au fond de nous, on n'est pas dans une envie de grandir matériellement, de s'imposer dans la société, d'avoir des ambitions, de gagner de l'argent, de trahir son entourage. Tu vois, on est dans une notion d'évolution spirituelle, pour résumer. C'est-à-dire qu'on est là pour essayer, nous, de comprendre et de grandir. Et si nous, on comprend et on grandit, bah, peut-être qu'on aura l'opportunité d'aider ceux qui sont autour de nous. Et peut-être que ça permettra, je sais pas, c'est ambitieux de le dire, mais peut-être que ça permettra un petit peu à l'humanité de grandir aussi. Donc, pourquoi eux qui sont de l'autre côté dans un amour sans doute qui nous dépasse, que nous ne comprenons pas parce qu'il n'est pas à notre portée, pourquoi ils seraient là pour trahir l'objectif que nous avons, nous? D'ailleurs, Kardec l'avait déjà bien expliqué aussi, les esprits de vibration inférieure, je ne sais pas trop quel terme employer, parce que ne peuvent pas perturber les esprits éclairés. Et par contre, les esprits éclairés peuvent aider les esprits de fréquence inférieure. Si tu veux, l'ombre va pas éteindre la lumière. C'est la lumière qui va éclairer la partie ombragée. Donc, nous, on a un rôle d'éclaireur. Attention, on n'est pas des rayons de soleil, on n'est pas des rayons éblouissants. Chacun d'entre nous émet une vibration. Plus elle est élevée, plus elle se rapprochera de ce que l'on appelle la lumière, si on peut dire. Et pour certains esprits, nous sommes de la lumière. Mais pour d'autres qui sont au-dessus de nous, nous sommes encore bien loin de l'objectif final. Je ne suis pas en train je suis pas en train de me positionner comme sur un piédestal. Au contraire, moi, je tends la main à ceux qui me demandent pour les aider, mais bien avant, j'ai pris la main de ceux qui m'ont aidé. Et je pense qu'ils sont aussi très nombreux. Voilà, c'est une philosophie générale qui fait que je pense que ça découle un petit peu quand même de tous les messages que nous avons reçus au fil de toutes ces années, mais ça découle aussi de qui nous sommes. Parce qu'on ne va pas s'improviser un bon spirit bienveillant, la main sur le cœur, et puis vendre de la coque l'après-midi. Tu vois, il y a quelque chose qui ça la fout mal. Voilà, ça la fout mal. Non, mais tu vois, c'est important et merci pour cet approfondissement parce que tu donnes aussi du sens tu sais, quand on dit, parce que des fois on utilise, et je m'inclus, attention, dedans, on utilise des mots sans en connaître le fond, le sens. Et je trouve que là, ça donne du sens à ce côté, nous sommes tous liés. Mais quand je dis nous sommes tous liés, c'est pas que nous les humains, c'est toutes les énergies qui, tu vois, le monde des esprits, etc. Et ça, tu vois, c'est pour ça que je comprends quand tu as dit, j'aime pas dire inférieur, etc. Parce qu'au final, je pense que c'est ça le tout, être le tout. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais c'est hyper intéressant et merci pour cette explication. La question que je voulais, tout en restant sur le Ouija, Guy, c'est est-ce que quand tu fais des séances, donc il y a ce côté, je t'explique deux choses, ce que je vois, comment je vois la question. Il y a ce côté où des fois tu as la planche et tu vois par exemple plusieurs personnes qui sont en prise contact sur la goutte, donc ils ont chacun leur doigt dessus et il y a une communication. Si tu pourrais nous expliquer ça, et la deuxième question c'est est-ce que quand on est en séance par exemple individuelle, quand je dis individuelle, c'est toi tu es celui qui travaille avec la goutte, mais tu peux avoir d'autres personnes autour de toi. Est-ce que selon la personne qui
qui est en collaboration avec cette goutte-là va attirer un certain type d'esprit. Je ne sais pas si je suis claire. Mais... Oui, alors ce sont deux scénarios que je pratique pas en fait, mais j'ai compris le sens de ta question. En fait, physiquement parlant, on peut être 4 ou 5 autour d'une goutte, autour d'une planche, parce que la dimension de la goutte ne permet pas davantage, ce qui n'empêche pas d'avoir des gens autour, des observateurs. Moi, ce que j'ai remarqué, alors, ce que je fais jamais, c'est d'être tout seul, le doigt sur la goutte, et puis donner des messages à des gens qui seraient autour. Chaque fois que je fais une séance de spiritisme pour quelqu'un ou avec quelqu'un, il participe. Et je vais même plus loin, je n'hésite pas à enlever mon doigt à moi, pour qu'il se rende bien compte que c'est pas moi qui pousse, que c'est bien un esprit qui lui parle. Mais effectivement, pour revenir au deuxième sens de ta question, en fait, moi, je considère, encore une fois, c'est une déduction que je fais parce que je n'en ai pas la preuve effective, mais la logique de tous les contacts que j'ai eus m'invite à penser ceci, c'est que autour d'une goutte, quand on est autour d'une planche, quand on est un certain nombre de personnes, on crée un égrégore, c'est-à-dire que la conjonction de toutes nos pensées fait que on met à disposition de l'au-delà une vibration qui est la somme de toutes les vibrations que nous avons, que nous émettons. Ce qui veut dire que, voilà, si tu mets 5 voyous et un être éveillé avec leurs doigts sur la goutte, je suis pas convaincu que l'être éveillé, sa vibration soit suffisante pour éclairer la transmission. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la transmission sera mauvaise ou néfaste. Elle sera utile aux personnes qui sont en face. Je me fais comprendre. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise expérience. Jamais. C'est toujours quelque chose qui a une leçon à nous apprendre. Nous avons, nous, à accueillir ce qui se passe et à essayer de le comprendre. Mais il est évident que lorsque l'on est tous de bonnes intentions, que l'on n'est pas dans un intérêt personnel, eh bien, on leur met à disposition une énergie plus élevée. Donc, derrière, le message en tant que tel va être plus évolué, plus éveillé. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être de la très haute spiritualité. Tu sais, des fois, un message à une mère ou un père qui ont perdu un enfant, un message de 4-5 mots, une phrase, ça y est, ça suffit. Moi, je ne l'ai pas compris. Moi, je ne l'ai pas compris, ou du moins, je n'ai pas compris sa profondeur. Mais la personne en face, oui, parce que ça a touché son cœur. Ça résonne, bien sûr. Et là, c'est innommable. Là, le salaire, il est dans le Kleenex. Hein. Oh. Non, mais dis-moi, je suis d'accord avec ça. On a une question, Gilles. Faut-il faire une préparation avant la pratique du Ouija? C'est comme on veut. Non, alors, je vais détailler un petit peu. Ça aussi, alors là en gros, on arrive sur la notion de protection, parce que ça, c'est totalement inévitable. Mais j'ai tellement l'habitude de l'entendre. Je veux dire, quand on est dans la vraie vie, on imagine un père de famille donner les clés d'un scout à son gamin de 14 ans. Il va faire quoi, le gamin? Eh ben, il va soit tourner la poignée à fond et aller dans le mur, soit écouter ce que lui dit son père, et puis ne pas avoir peur et rouler doucement. Tout ça, derrière, c'est de la logique, c'est-à-dire que c'est du bon sens. Si on fait n'importe quoi avec n'importe quelle intention, si on est dans la vie quelqu'un de violent, de jaloux, peu importe tous les qualificatifs, vous voyez ce que je veux dire, et puis que l'on se met à communiquer, que ce soit avec le Ouija ou avec une autre méthode, on émet une énergie, et comme on a peur, on va avoir besoin de se protéger parce qu'on se dit, oulala, avec ce que j'ai fait dans la journée, il vaut mieux pas qu'il le sache là-haut. C'est totalement utopique. Ça fonctionne pas. Donc, on y met de la protection. À partir du moment où on met de la protection sur une action, c'est qu'on y a mis avant de la peur. Si on y a mis de la peur, c'est parce qu'on a des croyances supérieures à notre expérience qui n'ont pas, qui ont pris la place du savoir. C'est-à-dire que, en fait, on imagine des scénarios. Les scénarios, on les met en place dans notre tête et dans notre cœur. Et donc, on a besoin de se protéger. Mais la protection que l'on peut mettre en place, elle ne vaut que pour soi-même. Si
vous mettez ce qui nous est arrivé tout à fait au début et puis que nous avons abandonné très rapidement, soit une statuette de la Vierge, soit un bâton d'encens, je sais pas, moi, une bougie, ce que vous voulez, une prière lue dans un livre, même du gros sel autour de la table, on a fait, nous, c'est pour dire. La sauge aussi? Non, jamais, on n'en avait pas sous la main, sinon on l'aurait fait, il n'y a pas de raison. Le romarin, au moins. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Après, quand on sait, c'est totalement inutile. Mais qu'est-ce que ça avait comme effet? Non, pas du tout d'influencer les esprits de l'autre côté, puisque ils n'ont pas de narine, ils n'ont pas d'iris, ils n'ont pas de. Ouais, je pense qu'ils s'en foutent. Ouais. Ils s'en foutent complètement. Kardec l'a parfaitement décrit, ça. Et là, je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit, parce que de Kardec, il y a beaucoup de gens qui relèvent ce qui les intéresse, puis quand on parle de protection, je ne suis plus d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec lui sur l'ensemble. Mais alors, on n'influence pas du tout les esprits de l'autre côté. Par contre, on se rassure. On se rassure, on a confiance en soi, on a confiance dans la communication et ça crée une certaine sérénité qui va grandement faciliter la communication. Mais au bout d'un certain temps, la logique, si c'est de continuer de croire que ce sont les gris-gris qui nous protègent, à mon avis, il vaut mieux se lancer dans la pétanque ou le tricot, quoi, parce qu'au bout d'un moment, on fait forcément fausse route. Nous, on considère que notre intention, c'est tout. C'est tout, c'est le sens même de l'énergie que nous envoyons de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de masque, de maquillage, de prières de circonstances, de belles paroles pour camoufler une vérité que de toute façon, eux voient dans leur intégralité. Donc, c'est la protection, nous, on n'en a pas. Par contre, on a certaines précautions. Voilà. Par exemple, si j'ai bu 1 demi-litre de vin, je ne vais pas faire d'ouija. Je résume. Mais je veux dire, si je suis franchement malade, je vais peut-être éviter. Par contre, si je suis fatigué, ça ne m'embête pas d'en faire. Parce qu'on nous dit, vaut mieux ne pas être fatigué. Ça, c'est chacun qui voit. Moi, en ce qui me concerne, quand je suis fatigué, je suis plus facilement dans le lâcher prise. Et ça fonctionne toujours autant. Et en plus, j'ai une faveur qu'ils me font là-haut, c'est que quand je suis en communication ouija, ça me tonifie. Donc, j'ai tendance à me réveiller. Mais encore une fois, je parle de mon expérience. Je ne dis pas que les autres doivent être dans la même expérience que moi. On est bien d'accord. Hein. Donc voilà, les précautions sont toujours pareilles, du bon sens. Quand nous, ça nous est arrivé de faire une séance de Ouija, même plusieurs, avec à côté de nous une télévision allumée et un match de foot, parce qu'il y a un copain qui ne veut pas en faire et qui est dans le canapé. Et nous, on est sur la table de la salle à manger qui est à 3 mètres. Ben, on ne va pas lui demander d'éteindre la télé et puis d'aller se coucher, il regardait son film ou son match de foot. Ça ne nous dérange pas. Maintenant, c'est évident aussi que si on est en plein milieu d'un concert de rock, ça va être plus compliqué d'être à l'aise et de concentré. Je veux dire, ça, ce sont des précautions de base, mais qui ne font juste appel au bon sens. C'est tout. Les précautions, c'est d'essayer d'être dans une nature la plus aimante possible. Essayer, déjà l'intention, c'est formidable. Et essayer de mettre en accord ses actes et ses pensées. Je dis bien essayer, parce que c'est pas facile non plus. Et de l'autre côté, ils perçoivent quoi? Ils perçoivent la bonne volonté. La protection, ils s'en foutent complètement qu'on mette une statuette de la Vierge ou pas. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je peux multiplier par 2 le temps de réponse. Si on veut. Non, mais enfin, je pense que les auditeurs ont compris, parce que ça, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que bon, alors déjà, moi, je suis 100% d'accord et j'ai bien compris ce que tu as dit, parce que souvent, on nous demande ça, et pourtant, j'ai jamais caché. Moi, mes parents, ils ont une boutique de produits ésotériques. Ben, c'est joli, etc. Mais moi, j'ai aucune pierre, aucun. Je trouve que c'est s'embarrasser plus qu'autre chose, tant que on a, comme tu dis, l'intention et les conditions favorables. Après, comme tu l'as expliqué, bien sûr que si ça aide la personne à être dans un mieux-être, je vois pas de raison de s'en priver. Mais très sincèrement, je trouve ça encore un peu quand même rigolo de se dire. Les esprits sont c'est quand même, ça, je pense que tout le monde le sait, les esprits sont libres de corps physique, etc. Donc que tu mettes, comme on dit, de la sauge, du romarin ou du paprika, je suis pas sûre que ça change le truc, quoi. C'est sûr. Moi, je suis d'accord.
Ben, ils sont toujours aussi libres. Voilà. Peut-être un peu enfumé au début, mais. Non, c'est nous autour de la table qui sommes enfumés, hein, mais pas eux là-bas. C'est ça. Oui. Bon, moi j'ai une question. Ah, pardon. Non, mais je pense qu'il y a une question, mais c'est la même question. Je pense que c'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que tout le monde est capable de faire du Ouija? Alors, est-ce que tout le monde est capable de jouer de la musique? Oui. Est-ce que tout le monde est capable de peindre? Évidemment, c'est une capacité comme celle que je viens de citer qui est à la disposition de l'humanité. Bien. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde va être doué dans la transmission spirit, comme tout le monde n'est pas doué dans la musique ou dans la peinture. Mais ça veut dire aussi que chacun peut se mettre à y travailler, toujours pareil avec l'intention qui lui appartient, et il aura les résultats qui lui appartiennent en fonction de son travail, de sa persévérance. Non pas de son entêtement, hein, mais avec du travail et de la persévérance, il y a obligatoirement le mérite. On plante la graine que l'on veut, mais derrière, on récolte le fruit de la graine que l'on a plantée. Si la graine, c'est du travail et de la bonne volonté, ça sera plus ou moins long selon les gens, selon les personnes, mais je ne vois pas pourquoi ça serait interdit. Quand je dis plus ou moins long, ben, il y a peut-être des gens qui vont essayer toute leur vie qui n'y arriveront pas, mais moi, je n'en décide pas de ça. Par contre, ce que je sais, c'est que le mérite ne s'acquiert que par le travail et que quiconque se met à travailler finira par mériter. Pour moi, je voudrais tellement pas être privilégié ou avoir de la chance que pour moi, ce que je suis capable de faire, tout le monde peut le faire, puisque avant mes 52 ans, je n'avais que des contacts avec ce monde spirituel sans jamais avoir pratiqué. À partir de 53 ans, à peu près, enfin 2010, 2011, j'ai commencé de pratiquer. Mais jamais j'aurais pensé que j'allais pratiquer. Jamais. C'est un petit peu comme si on m'avait mis une guitare dans les mains et puis que je me suis mis à faire de la musique. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que si je prends l'analogie avec la musique, il y a certains fondamentaux qui sont un petit peu incontournables. C'est-à-dire qu'il faut apprendre le solfège, il faut apprendre certaines bases musicales, mais après, l'outil, on va le choisir. Ce sera le piano, la guitare, la flûte, ce que l'on veut, peu importe. Mais ces fondamentaux, il les faut. Il les faut. Encore une fois, le mot falloir n'est peut-être pas approprié. Il est plus aisé de les avoir travaillés que d'y aller franco, sans trop savoir ce qu'on fait, n'importe où, sans but vraiment précis. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi il y aurait des privilèges. Moi, j'ai horreur de ce mot-là. Oui, c'est l'expression remettre la charrue avant les bœufs. C'est comme plein de choses. Après, c'est dans le monde de matière, mais si tu apprends, quelqu'un peut te transmettre, comme on parlait tout à l'heure, le scooter, mais la voiture, tout le monde peut apprendre à conduire. Mais après, pour pouvoir rouler, il faut le permis. Enfin, il y a plein de choses. Comme tu dis, je trouve que ça, quand même, il y a beaucoup de choses où il faut faire appel à son bon sens. Je crois que la plus grande difficulté, c'est peut-être de choisir le bon outil. Parce que c'est pas évident. Il y a tellement de manières de communiquer avec l'au-delà. La première d'entre elles, ça peut être aussi tout simplement de consulter un médium et puis de voir avec lui, de communiquer avec son défunt. C'est peut-être pas obligé de pratiquer soi-même, mais je sais que c'est très tentant de communiquer, surtout quand on voit ce que l'on est capable de transmettre comme par exemple des fables ou des poèmes. Entre autres, on se dit, je comprends les gens qui disent qu'est-ce que j'aimerais faire comme toi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait mon deuxième livre. Mais ça, je le comprends très bien, c'est complètement logique. Simplement, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que je suis passé sous la douche au bon moment ou que j'ai hérité ça de ma famille, de mon père, de mon grand-père, peu importe. Non, pas du tout. Moi, je ne sais pas du tout d'où je l'ai hérité. Ce que je sais, c'est que ce que je fais, c'est la résultante de toutes mes vies passées, de tout mon travail, dans cette vie ou dans d'autres, je ne sais pas. Mais c'est moi qui ai mis en place les conditions nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, j'interdis par principe personne de faire pareil, voire mieux, et beaucoup mieux même. Hein.
Pourquoi pas, Et bien entendu. tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, je sais pas d'où je tiens ça, etc. Je rebondis sur ça dans ce côté, je sais pas, bon, je pense qu'on te l'a déjà posé, mais aussi, tu sais, c'est les personnes qui voudraient utiliser ce support-là, parce que là, on peut débattre parce que la voyance, c'est à but divinatoire, de divination, mais la Ouija, interroger les esprits à but d'avoir des réponses à ces questions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, moi, j'ai jamais considéré le spiritisme comme étant fait pour faire de la voyance, ce qui n'exclut Hum, pas que dans certains messages que nous avons, que ce soit en écriture ou en planche Ouija, on a parfois quelques prédictions. Ça va jamais bien loin, ça sera jamais très précis, ça va pas être tu vas trouver du boulot, patiente, tu vas vendre ta maison, tu vois. C'est pas ça du tout. Mais quand le message est suffisamment, comment ce que je pourrais dire, sincère, enfin qu'on le ressent comme tel, il peut parfois donner une information sur l'avenir. Mais ce que je considère comme très important, c'est le respect du libre arbitre. C'est une valeur qui est a priori universelle, ou du moins dans notre monde actuel et dans le monde qui nous entoure. Et ce respect du libre arbitre fait que quand on donne des informations liées à l'avenir, ça peut influencer justement nos prises de décision. Ça peut modifier notre état d'esprit, ça peut modifier le chemin que nous avions choisi de prendre et que nous changeons pour modifier, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une influence de l'esprit sur nos décisions, sur notre libre arbitre. Et quand on touche à des esprits suffisamment éveillés, enfin, quand on est dans cet élan d'éveil spirituel, on sait qu'ils ne vont pas influencer nos décisions. Donc, quand ils nous donnent un petit peu de voyance, c'est toujours à dose homéopathique et c'est pas forcément très utile. Moi, la voyance, c'est un domaine à part. Ça ne m'intéresse pas de me baser sur des projets qui seraient définis à l'avance et qui m'induiraient en erreur sur mes choix. D'accord. Donc, en tout cas, toi, dans ta pratique, tu n'es pas sur ce genre de questionnement-là. Non. Tu es plus sur le côté curiosité de la vie, alors, des mystères de la vie. Apprentissage, oui. Ça me fait sourire parce que si je fais le bilan de toutes les communications que j'ai pu avoir jusqu'à présent, je m'aperçois, je parle surtout de la planche Ouija, des gens qui sont venus à notre table, jamais, si, c'est arrivé 2 ou 3 fois où on nous posait des questions sur l'avenir. Et là, moi, j'interviens systématiquement dès le début. Je dis, si tu veux faire de la voyance, on quitte la table et tu vas voir une voyante. Mais à la planche Ouija, je ne suis pas de ceux qui vont te donner des messages de voyance. Et je ne suis pas de ceux qui acceptent de transmettre des messages de voyance. Et ça n'interdit pas qu'il puisse y en avoir ailleurs, chez des voyants. Bien sûr, oui, on parle de ton expérience. Bien entendu, je te parle de mon expérience. Non, la voyance, c'est quelque chose qui est à part de la médiumnité, c'est connecter des esprits que l'on a connus ou pas, qui répondent à une intention que nous avons, nous, à une fréquence que nous émettons, dans un but d'évolution spirituelle, même quand l'expérience nous paraît mauvaise. Parce que si je regarde, une expérience peut paraître inquiétante, oui, de prime abord. Mais si on l'accepte telle qu'elle, elle n'est plus inquiétante, elle est juste interrogative. C'est-à-dire, pourquoi je l'ai reçu comme ça? Et j'ai rarement la réponse tout de suite. Parce que c'est le mental qui se met en route. Le mental, il ne comprend rien du tout à ce qui se passe de l'autre côté. Hein. L'intelligence, tout ça, on est hors jeu complet là. Donc, il faut simplement attendre un petit peu, patienter et se dire, écoute, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, je passe. C'est-à-dire que j'ai un caillou devant moi, je suis monté dessus, je l'ai passé, je fais autre chose, je ne m'attarde pas au caillou. Moi, je ne regarde pas éternellement derrière moi pour voir toutes mes erreurs. Non, mes erreurs ont fait partie de mes leçons, de mon apprentissage, et je préfère regarder du côté de la lumière, du côté de nos solars, là où on me demande d'aller, et je pense que je marcherai plus vite que si je me recule, que si je me retourne en permanence. Donc, les mauvaises expériences, il en faut pour nous apprendre. Mais pour moi, la voyance fait partie des mauvaises expériences que l'on peut nous-mêmes générer. D'accord. Pourtant, si quelqu'un vient te voir en te disant « Est-ce que je vais trouver l'amour, Guy ?»
Bon, avec ta planche Ouija, la réponse, c'est rapide quand même. C'est pour la blague parce que généralement, moi, ça me fait beaucoup rire. Et dans les voyances, c'est toujours est-ce que je fais tout? Bonjour. Alors, pour aller, est-ce que je t'ai rencontré pour aller plus loin et terminer sur ce sujet, si on me demande de faire une séance de spiritisme dans ce but-là, moi, je réponds non. Je dis, je ne suis pas la bonne personne. Il faut aller voir quelqu'un d'autre qui va vous parler de votre avenir, mais moi, non. Tu as raison. Moi, voilà, pour sortir de ce sujet de la voyance, ce qui m'intrigue, c'est pas dans le côté divination, c'est dans le côté évolution. Est-ce que quand tu communiques avec... alors déjà, quand tu communiques avec des esprits, est-ce que c'est systématique? Par exemple, est-ce que ça fait partie de ton process, mais tu communiques avec l'esprit, il se présente de lui-même ou des fois tu es obligé de forcer un peu, tu vois, parce que quelque part, si tu ne vois pas, bah, ok, tu as un support, mais tu ne sais pas avec qui tu communiques. Alors, j'ai beaucoup évolué là-dessus, mais enfin, quand je dis nous avons beaucoup évolué là-dessus, sur ce sujet-là. Considérant que l'esprit qui communique avec nous a sans doute, probablement, avec de fortes chances pour qu'il ait vécu des dizaines, des centaines et peut-être plus d'incarnations. Pas forcément sur la Terre. Il y a pas forcément beaucoup de chances pour que ce soit un esprit que nous ayons connu dans notre incarnation. En plus, comme nous sommes plusieurs autour de la table, eh bien, chacun voudrait avoir un prénom qui lui parle. Donc, nous, on s'est dit, au fil du temps, avec l'expérience, finalement, l'identité, ça ne fait que répondre à notre propre curiosité. Nous, on a besoin de références. Moi, j'appelle ma mère maman. Sinon, je ne sais pas comment l'appeler. Donc, je veux qu'elle ait un nom. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance, sauf, bien entendu, quand on appelle un enfant, un frère, une mère, bien en particulier, là, effectivement, il est quand même de bon sens de vérifier que c'est bien la même personne, mais c'est très rapide, en fait, parce qu'on peut très bien poser des questions très rapides, mais le message, il est vite perçu comme étant vrai ou pas vrai. Quand c'est quelqu'un que l'on a connu dans cette vie-là et quelqu'un de très proche, je veux dire, la véracité de la communication, elle n'a pas besoin de beaucoup d'entêtement pour comprendre qu'elle est vraie ou pas vraie. Quelques détails dans la communication suffisent. Je peux donner par exemple une cousine est venue à ma table il y a quelque temps pour communiquer avec sa mère. Bon, sa mère, donc ma tante, qui est d'origine espagnole. Et en fait, la communication a démarré en espagnol et c'était pas sa mère, c'est-à-dire ma tante, qui est venue, mais notre grand-mère qui était espagnole et qui ne savait pas parler français. Donc elle est venue parler en espagnol. Mais au bout d'un moment, au bout d'une phrase ou deux, elle a expliqué que, alors nous on comprenait parce qu'on comprend l'espagnol, hein, mais c'est pour dire. Mais là, on n'avait pas besoin de preuves, on avait bien compris que c'était la grand-mère qui elle avait donné, elle n'avait même pas donné son prénom. On dit, est-ce que c'est notre abuela, notre grand-mère? Oui, bon, et puis on est parti plus loin. Et au bout d'un moment, elle a dit, mais maintenant je vais parler en français parce que la langue n'a pas d'importance. C'était vraiment la reconnaissance. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chercher les preuves, ils savent nous les donner quand on les accueille, ces preuves-là. Maintenant, quand c'est un esprit que l'on ne connaît pas, qu'il soit esprit errant ou esprit éveillé d'ailleurs, parce que en fait, en réalité, on communique avec beaucoup plus d'esprits éveillés que d'esprits errants. L'esprit errant devient, je veux dire, c'est pas à chaque fois qu'on a des esprits errants, on en a encore beaucoup, mais c'est normal. Il y a beaucoup d'esprits de l'autre côté qui ont besoin d'être aidés aussi. Hein. Donc, s'ils voient de la lumière, ils se disent peut-être que j'y aurais droit un peu, moi aussi. Donc, on ne peut pas les refouler. Mais les esprits qui communiquent avec nous, même sans être des célébrités, encore que quand ça arrive et que c'est une célébrité que l'on ne connaît pas et que l'on va vérifier par la suite, on n'avait pas besoin de demander son nom de preuve, elle nous l'a donné. Je veux dire, on ne s'amuse pas à aller chercher les preuves. Et quand c'est d'un esprit donc que l'on ne connaît pas,
je vais prendre pour exemple une communication qu'on a eue la semaine dernière. Est-ce que tu peux me donner ton nom? Eh bien, donne-moi le nom que tu veux, il a répondu. Ouais, c'est une étiquette pour eux, je pense. Oui, parce que c'est pour notre curiosité à nous qu'on a besoin d'un nom. En fait, nous, c'est notre point de repère. Mais lui, dans quelle vie il va choisir son prénom? Eh bien, il a été choisir peut-être un prénom qui a une consonance française. Mais en fait, lui, comme nous, il s'en fout complètement de son prénom. C'est nous qui en avons besoin. Maintenant, lorsqu'un esprit nous donne une information, c'est la valeur de l'information qui authentifie la qualité de la communication. C'est pas la valeur du personnage. La valeur du personnage, c'est un jugement. C'est un jugement par rapport à nos critères à nous. De l'autre côté, ils ne sont pas dans le jugement. Ils transmettent des informations. Ils ont des formes pensées qui nous transmettent via la planche Ouija ou le crayon. Donc, à quoi bon chercher à leur mettre une étiquette? Je veux dire, on perd son temps. Mais ça, c'est l'expérience qui me permet de dire ceci. Et par voie de conséquence, la même expérience nous a appris à ne plus poser de questions. Peut-être une ou deux questions au départ pour valider la pertinence du contact. Mais après, qu'as-tu à nous dire? Ça suffit. Ça suffit parce que à partir du moment où on pose une question, on rentre dans une pseudo-exigence qui est légitime, qui est normale. Alors, surtout si c'est un défunt que l'on a perdu. Là, j'exclus ce type de communication, où là, la communication est vraiment dédiée à la personne qui est en face. Mais quand on est autour de la table et puis qu'on pose une question, eh bien, c'est un petit peu comme si on mettait un entonnoir et qu'on réduit le trou de l'entonnoir, et plus la question est précise et plus le trou est petit. C'est-à-dire qu'on attend une réponse bien précise ou particulièrement précise par rapport à une question qui se veut précise. Mais ça, c'est pas forcément ce qu'ils ont besoin de nous dire. Ce qu'ils ont envie de nous dire, c'est ce qui nous est utile pour notre évolution. Quand on pose une question, c'est toujours en lien avec notre mental, avec nos soucis, avec nos émotions. Quand on leur laisse la main, on leur dit, dites-nous ce que vous avez à nous dire. Il n'y a pas photo. Ils ont le regard. Je parle de regard, c'est pas le regard. La perception globale de qui nous sommes, de nos besoins, et ils nous envoient ce qui nous est nécessaire pour notre évolution, et pas ce que nous avons envie d'entendre quand on pose une question. Donc le message est beaucoup plus riche, il est beaucoup plus large. Et là, il est vraiment très constructif. Et souvent, il est tellement inattendu, tellement surprenant, et parfois tellement émouvant, tellement beau. Oui, parce que du coup, tu ne sais pas dans quoi ça va partir. Ou est-ce que vous donnez, à chaque fois que vous faites une séance, vous donnez un thème, enfin, vous donnez un thème en disant, bah tiens, on aimerait bien aborder ce sujet-là, par exemple. La seule fois où on le fait vraiment réellement, c'est quand on décide dans notre cercle spirit avec Sylvie, François, mon épouse et moi, de parler à Jean de La Fontaine et se dire, tiens, on écrirait bien une autre fable. Voilà. Mais il est arrivé juste, on se demande s'ils ne font pas exprès justement pour qu'on ait tout le panel des réponses à toutes nos questions. Et une fois, il a dit non, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de fable. Alors, je ne me souviens plus les termes exacts, hein, mais on va parler de l'actualité parce que c'était très important ce qui se passait. C'était très grave et ça nous posait souci à nous tous. Donc, Jean de La Fontaine, ce qu'il a perçu, il a perçu plus la nécessité de nous réconforter, de nous aider, que de nous envoyer une nouvelle fable. Donc la communication avait été consacrée à un message de réconfort. Voilà, donc en fait, même en l'appelant... Ça confirme bien que, tu vois, même de l'autre côté, il s'adapte. Ah oui, oui. Non seulement s'il s'adapte, mais c'est l'exemple même que nous devrions suivre. C'est-à-dire qu'ils nous apprennent qu'eux s'adaptent. Donc, à nous de nous adapter aussi. C'est-à-dire que quand on est dans l'exigence, on ne s'adapte pas, on impose. Quand on est dans l'accueil et la bienveillance, et puis, ma foi, la mise à disposition de qui on est pour eux, pour le bien, eh bien, c'est nous qui nous adaptons à leurs règles à eux. Et là, ils sont sans limite. En fait, chaque fois qu'on pose une question... C'est ce qu'on appelle la bienveillance. Oui. Chaque fois que l'on pose une question ou que l'on est dans une intention d'un résultat bien précis, en fait, on limite leur capacité. C'est pas leur capacité qu'on limite, mais on limite l'ampleur du message qu'ils veulent nous donner.
parce qu'ils sont obligés de répondre par bienveillance à nos questions. Donc, je ne peux dire qu'on perd du temps, parce que parfois les questions sont quand même pertinentes aussi, hein, chez nous. Hein, c'est pas exclu, bien entendu, hein, mais c'est presque un peu dommage de ne pas les laisser s'exprimer. Et là, j'en reviens à la question de tout à l'heure. Hein, peu importe qui c'est qui parle. Oui. Ça peut être un guide, ça peut être alors un guide, un sage, un ange gardien, qui on veut, le nom que l'on veut. Hein, mais ça peut être tout simplement un être spirituel, qui est un être à l'état d'esprit qui passe et qui a envie de donner des messages. Ça nous est arrivé de tenter plus. Oui, d'ailleurs, j'allais te demander, mis à part des fins de type humain, tu as eu vous, enfin je dis tu, avec ton équipe, mais vous avez déjà eu des interactions avec d'autres formes d'êtres spirituels? Oui, mais là c'est un vaste sujet. Non mais voilà, oui, mais alors pour t'expliquer, moi en TCI visuel avec l'eau, je sais que j'ai eu d'autres manifestations non humaines qui ont un côté humanoïde, mais c'est pas des humains, c'est pas des êtres humains. Donc je me dis, voilà, je voulais te poser cette question-là. Alors, pardon, je peux pas mentir en disant non, donc je dis oui, mais je vais rester discret là-dessus parce que c'est pas quelque chose que l'on maîtrise vraiment, que l'on demande vraiment, et j'aurais trop peur d'influencer, de dire des choses qui ne seraient pas forcément vraies. On comprend. Non, mais je te comprends, et même moi, je te dis... C'est honnête de ta part. Et je ne les publie pas, ces photos-là, donc il n'y a pas de souci. Mais c'était juste pour savoir, tu vois, justement, ce côté où on est tous différents dans nos capacités, mais est-ce que, quand même, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a d'autres formes d'existence spirituelle. Voilà, déjà, on a les physiciens, notamment les physiciens quantiques, qui nous parlent de multivers, c'est-à-dire que plusieurs formes d'univers, pas forcément, non, même dit très différents de celui que l'on connaît, en trois dimensions, espace-temps, matière. Il y aurait plusieurs univers, plusieurs types d'univers, plusieurs types. Donc, pourquoi ne pas considérer que spirituellement, ce soit la même chose? Donc moi, je suis fermé à rien du tout. On accepte et on a été très surpris il y a quelque temps, effectivement. Et encore une fois, c'est jamais en demandant. C'est une pratique que nous avons, nous. Ça nous arrive d'être inspiré par une volonté, d'avoir envie d'entendre quelque chose ou de parler d'un sujet particulier ou à quelqu'un en particulier. Ça n'exclut pas de le demander de façon intérieure, sincère et précise, mais toujours en acceptant que ce ne soit pas forcément la réponse que nous attendons. Que tu as envie. Et c'est à partir de ce moment-là où les messages prennent vraiment une importance spirituelle qui nous dépasse. Enfin, je veux pas dire que ça devient pas ma Bible, mais ils ont toujours l'art et la manière de nous enseigner ce que nous avons besoin de savoir. Et c'est toujours très réconfortant, c'est ça qui est formidable. C'est toujours plein d'espoir. Oui, c'est certain. Et donc, du coup, comme je rebondis sur ce que tu disais, donc tu pratiques avec plusieurs personnes, mais du coup, vous, c'est plutôt quelque chose de privatif, ou tu sais, j'ai déjà entendu qu'il y avait des cercles spirites en France où tu peux adhérer et pratiquer. Vous, c'est pas ça, si c'est ça? Je sais pas. Oui, mais non, enfin oui et non, en fait, parce que j'ai des ateliers, enfin j'appelle ça comme ça, où il y a des gens qui viennent, c'est pas n'importe qui. J'essaie d'avoir des gens vraiment intéressés par la spiritualité autour de la table, donc on peut avoir, mais je n'en fais pas un boulot régulier, quoi, en quelque sorte. Par contre, je vais dans des salons et puis on fait des ateliers dans des salons. Ça nous arrive d'avoir des gens de passage. Mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse, en fait, c'est même pas finalement ma pratique ou ma façon de voir les choses qui est intéressante. C'est simplement de mettre en évidence que l'au-delà existe et faire prendre conscience aux personnes qui pratiquent, notamment la planche Ouija, que l'au-delà existe vraiment, parce qu'une expérience Ouija, ça transforme radicalement la personne qui est en face. Moi, c'est souvent qu'on me dit il y a un avant et il y a un après. Parce que croire c'est bien.
c'est formidable. L'instruction, il la faut, les connaissances sont nécessaires, mais l'expérience balaye toutes les croyances. Ça détruit toutes les idées reçues, c'est formidable. Et autour de ça, si tu veux, toutes les considérations, mais comment tu fais, comment tu te démerdes, qui c'est qui vient avec toi, ça me paraît secondaire en fait. Non, je m'en fous. Moi, j'ai un objectif, et je pense qu'il est relativement noble, mais ça me regarde, c'est de faire connaître au maximum de gens que l'au-delà existe et qu'il y a des moyens pour communiquer avec lui. Maintenant qu'ils viennent chez Guy Fagardin ou qu'ils aillent ailleurs, moi, ça m'indiffère complètement. Peu importe. Oui, peu importe, mais c'est ça, c'est ce que je dis, ce que quand tu dis oui, moi, peu importe comment je pratique, etc. Mais non, tu dois démocratiser ta parole dans le sens où, et c'est pas parce que tu es dans notre émission, moi je graisse la patte de personne, mais là c'est les commentaires qu'il y a. Si tu as le temps, tu prendras le temps de les lire, mais très intéressant. On fait tomber les croyances, les gens te remercient. Ça veut bien dire que tu amènes aussi cette pratique, en plus de cette communication avec le monde de l'invisible, tu amènes justement ce côté qu'on disait tout à l'heure, de la bienveillance, tu fais tomber les croyances. Voilà. Ça, c'est important parce que tu sais, c'est ton émission, mais c'est important parce que moi, la TCI visuelle, pour moi, c'est une pratique spirit et j'ai eu du mal à faire valoir cette pratique-là, et c'est que de très peu que je fais des conférences, mais je vais te dire sincèrement, je ne fais pas des conférences pour moi, on s'en fout de l'analyse, c'est pour prouver que ce n'est pas dangereux et selon la manière dont on la pratique, et qu'on peut, avec cette pratique-là, communiquer avec le monde de l'invisible. Et c'est la même chose pour le Ouija. Donc, bien sûr qu'il faut que tu propages ce que tu émanes. Ça change de ce soir sur M6, soirée Halloween, Ouija, tu vois ce que je veux dire. Parce que malheureusement, c'est ça qu'on transmet aujourd'hui à nos enfants, et pas le contraire. Et ça, c'est la réalité du monde. On leur apprend à avoir peur, et là, ils apprennent bien les leçons. Parce que quand tu vois les cours de sciences de vie de la Terre, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est sûr. Et puis tout ce qui est dit au sujet du Ouija est complètement déplacé. J'en veux pour preuve toutes les statistiques de mortalité, d'accidentologie. Jamais on voit la ligne Ouija avec un nombre de... je veux dire, un parapente, c'est 1000 fois plus dangereux qu'une planche Ouija. Quoi. Je veux dire, c'est pas comparable. C'est vrai que quand tu allumes les infos, tu vois pas, bon, ben voilà, il y a des CD, des trucs de Ouija. On voit des morts partout. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que le Ouija, sans vouloir se focaliser là-dessus, parce que, encore une fois, moi, je le considère comme un outil parmi d'autres, le Ouija, c'est un outil formidable d'éveil spirituel. Il suffit simplement d'apprendre de façon logique, avec bon sens, à s'en servir. Mais quelle beauté de message, c'est beau. C'est autrement plus joli, pardonnez-moi les metteurs en scène hollywoodiens, mais que certaines séries américaines ou bazar sur la télévision. Je veux dire, on en apprend beaucoup plus avec le spiritisme que l'on ne peut toucher avec la communication moderne. Là, moi, j'ai pas besoin de fréquence sur une radio numérique. Une planche Ouija, c'est en bois ou en plastique. Et comme dit mon copain, là, tu as un abonnement où tu peux avoir des SMS illimités et autrement plus important que les messages télévisés. Quoi. C'est vrai. Ah, c'est certain. C'est beau. En tout cas, Guy, c'était très enrichissant. Et je voudrais savoir si tu es OK, si tu pouvais nous donner tes prochaines actualités, si tu le souhaites, et où c'est sur quel site ou quelle librairie on peut se procurer tes ouvrages. Ah bien, mes ouvrages sont sur Amazon, tout simplement, parce que moi, je ne suis pas écrivain du tout, donc je me suis laissé conseiller. La seule tentative que j'ai faite par une entreprise d'édition auvergnate, elle a fondu les plombs, mais pas à cause de moi. Donc, besoin de préciser. Pardon. Mais mes ouvrages sont disponibles sur Amazon sans problème ou auprès de moi quand je suis en conférence. Quant à mon actualité, j'ai mon site internet que je fais évoluer régulièrement, mais j'ai aussi ma page Facebook sur laquelle... Alors, j'ai fait la différence entre mon profil Facebook, où vous verrez une tête de loup,
Oui. Merveilleusement peinte par une amie. Et ma page, Guy Ferdin, auteur, où là, il n'y aura que de la spiritualité, des messages que nous avons reçus, des rendez-vous que nous prenons, enfin, des choses que de spiritualité. Donc, Guy Ferdin, auteur sur Facebook. Après, je n'ai pas de TikTok ou tout ça, j'ai essayé, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et puis, je serai présent au salon SXZ à Lac-du-Chien d'Ailly, c'est à côté de Dijon, en Côte d'Or. Ça se passe les 2 et 3 novembre 2024. Donc là, il y a une trentaine d'exposants et je vais pratiquer, je vais donner 2 conférences déjà sur le spiritisme et notamment l'Ouija, puisque de toute façon, je ne peux pas l'éviter. Mais il y aura aussi des ateliers, c'est-à-dire que les gens vont passer à la pratique, ils vont s'inscrire à ma table et on ira pratiquer des séances de Ouija. Voilà, sinon après, j'ai pas trop d'actualité sur cette année, la journée des écrivains à Cournon. Mais après, bon, quelques déplacements dans des associations, parce que par le fait que j'ai moi-même une association qui fait venir des intervenants de toute la France depuis une quinzaine d'années, j'ai du mal à dire non lorsqu'on me demande d'intervenir dans une autre association. Donc j'ai un agenda qui est disponible sur mon site. Voilà. D'accord. Oui, on n'oublie pas ton association aussi, les signes, les amis. Et puis bientôt, 63.fr. Signes 63.fr. De toute façon, on remettra tous les liens. En tout cas, énorme merci. Jaïl et Fatia, un énorme merci à Guy. Tout le monde. T'as que des merci. Mini Gilet, merci. J'ai dû en rater. Bonsoir. Merci Guy pour votre expérience et de nous la partager. Christiane Pérou, Patricia Bonnet, bonne soirée à tout le monde et un grand merci à Guy pour toutes ces explications basées sur l'expérience et le bon sens. Bien dit. Tout le monde, tu vois, t'as des merci. C'est une très belle émission. Et comme on t'a dit, on sera ravis quand on programmera de te retrouver pour la spéciale association. Et puis j'espère que tu prospéreras en tout cas dans l'émancipation de la pratique et du monde de l'invisible. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. On salue aussi ton épouse qui, je suppose, fait un travail extraordinaire à tes côtés. C'est important de ne pas l'oublier, parce qu'on l'avait vu passer la dernière fois. Tu as bien raison. Tout à fait. Et merci pour ta bienveillance. Ouais. Non, c'est très intéressant. Tu expliques d'une simplicité et ne change pas. Tu es un très bon orateur. Ne change pas. Si, juste sur la photo, parce que quand tu dis je prends ma casquette de spirit, sur ta photo, tu as un super beau chapeau. Donc, casquette, tu vois, tu fais pas d'application. Je vais modifier mes paroles à l'avenir. Ouais, on va t'offrir quand on va venir là chez Christine, on va t'offrir une casquette vendredi libre, sinon. Voilà. Sinon, les amis, la prochaine émission, Gaëlle, que nous annonces-tu? Eh bien, vendredi prochain. Déjà, c'est bien. Je sais que c'est vendredi prochain. Non. Vendredi prochain sur les événements paranormaux. Voilà, c'est pour venir nous raconter un peu plus. Voilà, venir nous raconter vos expériences paranormales, venir les partager avec nous. On sera en direct, mais on vous donnera une ligne téléphonique où vous pourrez nous contacter directement en anonyme, comme d'habitude, si vous le souhaitez. Après, vous pouvez vous présenter pour venir vous raconter vos expériences, pour finir un peu dans le thème très américain, clin d'œil. Non, de temps en temps, c'est bien aussi de partager les expériences. C'est ce qui fait la vie. Voilà, Guy, on peut te demander un petit mot de la fin? Déjà, j'étais ravi que vous participiez à me permettre de faire connaître la pratique spirit, parce que avec grand plaisir. Sans communication, moi, il n'y a que mes amis et ma famille qui me connaissent, donc ça aide, toutes ces petites radios dont vous faites partie qui sont formidables. Et puis les bonnes émissions sont parce qu'il y a peut-être des bons intervenants, mais aussi parce qu'il y a des bonnes questions de poser. Et c'était le cas aujourd'hui. J'étais vraiment ravi avec
avec vous Merci beaucoup. Voilà. Merci Guy. Merci beaucoup Guy. Merci pour ta gentillesse, ta bienveillance et tes explications. Vraiment, je me suis régalée. Merci beaucoup. Allez les amis, on vous remercie. Comme d'habitude, passez à tous. De bonnes vacances. Aimez-vous, c'est important. Et surtout, prenez soin de vous et des autres. À vendredi. Au revoir. Au revoir.